Demain, bonne soirée. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur France 3 Alpes et France 3 Rhône-Alpes pour un journal régional préparé par les rédactions de Lyon et Grenoble. Voici les titres. Les violents orages et fortes intempéries de ces derniers jours ont laissé quelques traces, comme à la Chapelle du Bar en Isère. Deux routes et la rue principale du village ont été submergées par une coulée de boue. Le plan d'eau de Val-Revermont dans l'Ain est interdit à la baignade. Les relevés réguliers de qualité de l'eau ont indiqué un taux anormalement élevé de bactéries issues de la flore intestinale, dont l'origine est encore inconnue. Lancer de bottes de paille, tir à la corde, Sucieux dans le Nord, Isère a fêté la force paysanne et la franche rigolade avec 7 villages voisins. La recette de cet événement sert à financer l'école de rugby du village. C'est donc une vague d'eau du ruisseau Le Bar gonflée par les pluies qui est à l'origine des dégâts et de la coulée de boue qui a envahi la Chapelle du Bar, petite commune de l'Isère. Les routes et 2 maisons ont été endommagées. Joël Serroni, Yves-Marie Glo. Le parapet du vieux pont n'a pas résisté hier soir à la puissance du torrent. Une vague d'1,50 m a emporté avec elle les pierres et la passerelle métallique qui enjambait le ruisseau en amont du village de la Chapelle du Bar. Toute la nuit, une quarantaine de pompiers restaient mobilisés dans ce centre-bourg inondé et couvert d'une épaisse couche de boue. Le plus gros des dégâts se situe plutôt en aval, où là effectivement un pont a été obstrué par des troncs d'arbres et un amoncellement de débris, ce qui a généré, ce qui a fait que le cours d'eau est sorti de son lit. Ce matin, un survol en hélicoptère a permis de comprendre ce qui s'est passé. De fortes pluies ont alimenté le torrent qui, en lessivant les terrains, s'est renforcé et chargé en boue, emportant tout sur son passage. Et c'est en venant se fracasser sur ce pont que le Bar a tout inondé. Pour les techniciens de l'ONF, il est urgent d'agir avant l'arrivée de nouveaux orages annoncés dans la soirée. Le risque, c'est que comme le cours d'eau a plus sa capacité pour permettre les écoulements de passer, en fait, c'est qu'il redéborde de nouveau. Donc il faut qu'on cure aujourd'hui le cours d'eau pour lui laisser sa place. La nuit dernière, cette maison inoccupée a été envahie par la coulée de boue. Une autre a été évacuée, une personne âgée, prise en charge car choquée par la violence de l'événement. Dans le village, les anciens ont déjà connu les débordements du Bar. Chacun ici s'en souvient. Il y a eu des antécédents. Alors, je peux vous en citer quelques-uns. 1995, 97, 1952. Et puis encore avant, parce que quand je rencontre des vieilles personnes qui me disent « j'étais tout gamin, ça s'était déjà produit ». Donc je pense que c'est quelque chose de récurrent, on va dire peut-être tous les 20 ans. La route départementale 525 qui relie La Rochette à Alvar a elle aussi souffert des humeurs du Bar. Des tonnes de boue sont venues envahir la chaussée. Des travaux de déblaiement sont engagés pour rétablir au plus vite cet axe important entre l'Isère et la Savoie. Dans l'Ain, le plan d'eau de la Grange du Pin est interdit de baignade. L'eau est contaminée par une bactérie qui peut provoquer des douleurs abdominales et des diarrhées. La mairie indique qu'aucun baigneur n'a été malade, mais le site est totalement déserté par les vacanciers depuis l'annonce jeudi de la pollution. Sophie Falsecki, Laure Croza. La plage du plan d'eau de la Grange du Pin dans l'Ain est désespérément vide. Le drapeau rouge est hissé depuis jeudi. Un arrêté municipal interdit formellement la baignade et toutes les activités aquatiques. L'eau est polluée par la bactérie Escherichia coli. Il y a des prélèvements qui sont faits de manière très régulière tous les 15 jours. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ces prélèvements habituels qu'il a été décelé cette anomalie. Le prélèvement réalisé le 18 juillet révèle un taux de 2200 bactéries pour 100 ml d'eau, quand la norme tolérée est fixée à 1800. Pour l'instant, l'origine de la contamination reste inconnue. Pollution par du lisier des cours d'eau qui alimentent le bassin, ou défaillance du système d'assainissement du camping ou du restaurant voisin. En attendant de trouver les réponses, les commerçants du site s'inquiètent des conséquences. Le fait que le baignade soit fermé, forcément l'après-midi, on a une perte de chiffre d'affaires par rapport à tout ce qui est boisson pour le bar. Actuellement de l'ordre au moins de 85 à 90%. C'est énorme puisque sur le site il n'y a vraiment plus personne. Et puis pour la restauration, c'est après mitigé, on est à 40% de perte de chiffre d'affaires. Le camping voisin enregistre lui aussi des défections.
Des vacanciers ont déjà replié la tente et abrégé leur séjour. Les gens qui ont une famille de 3-4 enfants ou 2 enfants, ils cherchent aussi à trouver une activité sur place. Et c'est vrai que l'espace de baignade est providentiel pour eux à ce niveau-là. C'est ce qui fait aussi l'intérêt du site. Ces campeurs, eux, ont choisi de rester. Les balades remplacent la baignade. Ils attendent avec impatience les résultats des dernières analyses, en espérant qu'ils permettront de lever l'interdiction de baignade. Un autre épisode de pollution affecte les puits de plusieurs habitants du petit village de Boissé-les-Montrons dans la Loire. Ils se servaient de cette eau malpropre pour arroser leurs potagers et jardins. Ils ont porté plainte. Clarisse Braya, Mathieu Boudel. Je vais secouer. Ça, c'est l'eau de votre puits. Ça, c'est l'eau de mon puits. Une eau à la couleur et à l'odeur suspecte. C'est ce qu'a découvert cet habitant en voulant faire réparer la pompe de son puits, en panne depuis plusieurs jours. Regardez, c'est pas de la terre, hein. Regardez. La terre, c'est pas ça, hein. La terre, c'est ça. Des dépôts noirâtres, il en a dans tout son système d'arrosage, des mètres et des mètres de tuyaux installés sous son jardin et sa maison il y a à peine 4 ans. C'est pour vous montrer tout ce qu'il y a dans nos tuyaux comme pollution. Donc la pollution, une fois finie, regardez. Et en plus mélangée avec de l'eau propre. Hein. Si c'est des hydrocarbures, ça veut dire que j'ai lavé mon gamin avec de l'huile. Ou d'autres produits, je ne sais pas ce que c'est, ouais. Des produits toxiques. Une pollution qui inquiète aussi à quelques mètres de là, chez un autre villageois. L'eau est moins colorée, mais l'odeur est bien là, prenante. Et ça ne date pas d'hier, ce couple a déposé plainte le mois dernier. C'est nocif à la santé tout ça, il y en a. Et puis c'est désagréable, ça sent mauvais, ça stagne, il y a des bestioles, des moustiques, enfin bon, je vous passe un peu tout, quoi, voilà. Aux alentours, d'autres riverains seraient plus ou moins touchés. La pollution pourrait venir d'une entreprise locale. Une enquête est en cours. Jointe par téléphone, la maire du village n'a pas souhaité s'exprimer dans le reportage. Elle dit prendre au sérieux la situation. En attendant, ses habitants ont décidé de faire eux-mêmes analyser l'eau de leur puits. Le local d'une association franco-turque a été visé dans la nuit de samedi à dimanche à Valence, dans la Drôme, par le jet de 2 cocktails Molotov qui n'ont cependant pas réussi à mettre le feu au bâtiment. Une enquête est ouverte. Loïc Blache, Pierre Lachaud. Ce sont des membres de l'association qui ont découvert les dégâts vers 5h15 ce matin au moment de la prière. Un vandalisme qui a été capté par les caméras de surveillance. Donc là, il est 2h42. On voit donc les 2 individus masqués qui arrivent donc au sein de l'association franco-turque. Ils cassent ensuite une vitre et jettent dans le local 2 cocktails Molotov, provoquant un incendie de courte durée. Les dégâts, une vitre cassée et une chaise brûlée sont minimes, mais le choc au sein de l'association franco-turque de Valence est immense. L'intention était carrément de mettre feu dans nos locaux, donc la première intention c'est choquer, et puis on a été choqués, voilà. C'est la première fois que ça arrive? C'est la première fois que ça arrive. Pas une menace avant? On n'a jamais eu aucune menace, non. Durant la journée, plusieurs présidents d'associations franco-turques drômoises et celui de la mosquée de Valence sont venus apporter leur soutien. Dans cette zone industrielle plutôt calme, ce bâtiment est devenu un lieu de rassemblement, de culte et d'aide scolaire pour la diaspora turque depuis plus de 10 ans. Dans un communiqué, le maire de Valence a condamné, je cite, une tentative d'incendie criminel. L'association, elle, a porté plainte contre Ritz. À la suite du reportage d'hier sur le djihadiste de Rouen, une vidéo de propagande de Daesh a été diffusée par erreur sur le site internet de France 3 Rhône-Alpes. C'est le résultat d'une erreur de manipulation technique et non un choix éditorial. Elle a légitimement choqué bon nombre d'entre vous et a été rapidement retirée du site. Nous vous présentons toutes nos excuses. 27e Olympiade de la force paysanne aujourd'hui à Sucieux, près de Bourgoin-Jallieu, au cœur des terres froides, une fête du rugby local entre Intervillage et la force basque. Jean-Christophe Pain, Jean-Pierre Rivet. Entre Torchefelon et Tramollet, le petit village de Sucieux, 700 âmes, 10 exploitations agricoles. Le pays des hommes, des vrais. Leur plaisir suprême, c'est ça, la terrible montée du Gapillon. 45% d'inclinaison. À ce petit jeu-là, Baptiste est le plus fort. 4 montées en moins de 40 secondes, un phénomène. Là, vous voyez, mon avis, on va exploser l'air fort. Je suis léger, quoi, donc ça aide. Ça fatigue. Et en dehors de ça, vous faites quoi? Je suis agriculteur.
Agriculteurs, voilà le secret. Bon, enfin ça c'était l'échauffement, parce qu'une fois que tous les villages arrivent, c'est une autre histoire qui commence. Bisonne, Châteauvillain, Édoche, Ruy-Monceau, Cérézin de la Tour, Le Motier et même des Bergères. Tous se confrontent au profit du club de rugby de Sucieux, créé dans les années 80 dans un champ de patates voisin. Un soir, on s'est rencontrés 5 copains et on a dit il n'y a que du foot, pourquoi on ne ferait pas un club de rugby? Et oui, avec 170 licenciés aujourd'hui, le club de Sucieux, en promotion d'honneur, est largement financé par la buvette de la fête, justement. Sucieux vient de passer les 100 000 euros, ça représente à peu près 30 000 euros, donc c'est un tiers, un gros tiers. Et ça va nous permettre de continuer à développer l'école de rugby qu'on a recréée il y a 3 ans, où on a 80 enfants cette année. Et sans la fête, le club ne pourrait pas grandir, donc c'est très très important. Pour ces 27e Olympiades de la force paysanne, les 8 villages se sont affrontés, amicalement, autour de la bataille de Polochon, du tir à la corde ou du lever d'essieux de charrette. Ce soir, la fête se poursuit avec le très attendu repas dansant. Deuxième semaine de nos séries consacrées aux Jeux Olympiques de Rio. Comment les athlètes doivent-ils aborder cette échéance? Eh bien, Maxence Regnault et Jordan Guéant sont allés interroger des experts en la matière, les fameux handballeurs tricolores. On a réuni dans une unité de lieu 10 000 personnes qui ont le même rêve, qui espèrent devenir champion olympique. L'histoire n'en retiendra pourtant que quelques-uns. Ceux qui ont vécu leur rêve, une médaille d'or autour du cou. C'est le cas des experts, cette bande de copains auréolés de 2 titres olympiques en 2008 et 2012. Un exploit encore plus fort lorsque l'on sait ce qu'est vraiment une Olympiade. 10 000 athlètes rassemblés dans un village, des infrastructures gigantesques, des stars. Le mont Olympe ne peut donc être gravi qu'en dominant ses émotions. On est parqué par immeubles, donc immeubles français avec que des sportifs sur chaque étage. À côté des immeubles espagnols, brésiliens, voilà, voilà, c'est ça. On mange, on voit l'équipe d'Argentine de foot passer avec Messi dedans. Voilà, il y a les basketteurs américains qui sont à côté. C'est à part, ouais, c'est magique. Une démesure à laquelle personne ne peut être totalement préparé. Alors pour s'en protéger, pour ne pas se laisser aller à l'euphorie de l'événement, les experts, eux, s'étaient enfermés dans leur bulle 1 mois et demi avant les Jeux de Pékin et Londres. C'est psychologiquement très très intense. Là, il y a 6-7 semaines de préparation avec une vraie préparation physique, une vraie préparation mentale associée où tout le monde est vraiment focalisé sur l'objectif. En s'imposant à Pékin puis à Londres, les handballeurs français vont vite se rendre compte du séisme qu'ils ont provoqué jusque dans l'Hexagone. Car les Jeux n'ont rien à voir avec un titre mondial ou européen. Non, les dieux de l'Olympe ont toujours été adulés. Les Jeux Olympiques ont cette particularité-là d'être vraiment une fenêtre médiatique qui est universelle. Et ça, c'est vraiment la différence avec les championnats du monde qui se passent quand même à l'intérieur du microcosme handballistique. Le retour médiatique, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas arrêté, on n'a pas décollé médiatiquement pendant 3-4 jours. Il y avait des sollicitations de toutes parts. C'était vraiment quelque chose de... On sentait qu'on avait marqué un peu déjà l'histoire de notre sport, mais aussi l'histoire de la France. Les Jeux Olympiques n'ont donc aucun égal. Pour Rio, les 360 athlètes français savent désormais ce qui les attend, s'ils veulent vivre leur rêve, une médaille d'or autour du cou. Je vous propose une balade à présent dans l'un de nos territoires pas très connus, un peu à l'écart des circuits touristiques traditionnels, mais qui mérite le détour. Il s'agit du Trièves, un pays qui affirme sa différence. Étienne Prigent, Brice Parer. Le Trièves, c'est un pont entre les Alpes du Nord et celles du Sud. Beaucoup y passent en chemin vers la Provence ou le Vercors, mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour découvrir ce territoire pourtant grandeur nature. Yes, on the top. Une eau bleu turquoise, jalousement protégée par les montagnes alentours et des points de vue uniques. Le lac de Monténard, une retenue d'eau artificielle qui l'était fait peut-être le plein. C'est beau. Mais mieux vaut ne pas avoir peur du vide pour traverser ces 2 passerelles himalayennes. Ça fait peur.
Moi, je suis pas à l'aise perso là, mais du coup, bon voilà, ça fait peur. Et vous? Non, moi ça va, étonnamment ça va en fait. Je trouve que c'est assez stable, ça va. Vous trouvez que c'est stable? Ouais, pas vous manifestement. Le paysage, premier patrimoine du Trièves qui compte 28 villages servis sur un plateau à 800 mètres d'altitude en moyenne, mais qu'il faut aller chercher hors des grands axes de circulation. Roissard, Chichiliane, Saint-Michel-les-Portes, typiques pour leurs toits en tuiles écailles. Encore plus original, presque une curiosité locale. Ici, les agriculteurs bio sont 10 fois plus nombreux qu'au niveau national. Et comme Thomas Bertin, maraîcher, ils pensent et respirent écologie jusque dans leur construction. On est pas mal à l'avoir fait. Ce sont des bottes de paille empilées avec un enduit terre par-dessus, comme on peut le voir au-dessus. L'intérêt, c'est que ça garde la chaleur l'hiver et la fraîcheur l'été. Des murs en paille. Ça a des vertus quand t'es pas en forme. C'est pas mal le thym, avant d'aller voir le docteur. Et une prairie aromatique sur le toit. Chaque été, avec sa fille, Thomas Bertin y cueille de quoi préparer des infusions maison. L'ambition globale, c'est d'avoir un moins d'impact possible sur notre environnement, quoi. Et utiliser des matériaux sains pour pouvoir construire. C'est ça aussi le Trièves. Prendre de la hauteur encore sur le Mont-Aiguille. Altitude modeste, 2086 mètres, physionomie abrupte, presque inaccessible. Pourtant, c'est sur ces versants calcaires que serait né l'alpinisme avec la première ascension datée en 1492. Aujourd'hui encore, l'arrivée au sommet est une surprise totale. Félicitations, merci. On l'a fait, mais alors... On voit la Chartreuse, le Vercors, c'est une vue à 360 et on voit vraiment toute la région jusqu'au Mont Ventoux, donc c'est absolument splendide. Ce qui est extraordinaire, c'est que là-haut, en fait, on n'imagine pas, mais c'est un immense plateau herbeux. Donc, quand on voit ça, on a du mal à y penser. Aller plus loin que le simple coup d'œil, en randonnée ou au pas de course comme lors du trail des Passerelles à la mi-juillet. Le Trièves ne révèle ses secrets qu'à celui qui prend le temps de bien regarder. Quand nature et musique sont en totale osmose, cela donne un festival grandiose. Depuis sa création il y a 7 ans, le Cosmo Jazz de Chamonix accueille des artistes du monde entier pour des concerts en ville, des jam sessions, mais surtout pour des concerts en altitude, au milieu de panoramas somptueux. Damien Borelli, Yves Maringlo. La petite vallée du Trien retient son souffle, alors qu'une pluie de cordes menace ce petit coin du Valais suisse, à 2 pas du Mont Blanc. Une autre symphonie de cordes accompagne des marcheurs mélomanes. Récompense d'une petite heure de balade tranquille, le violon de Baïjou, l'oud d'Amine et le canoun de son frère Hamza enveloppent les randonneurs blottis sur une moraine, au pied des Mélèzes. Jouer dans un endroit comme ça, c'est revenir à ce qui est le plus important, en fait. Cette nature, c'est ce qui nous réunit tous, là, de voir les gens venir comme ça, enfin, s'installer dans cet espace, prendre leur place dans cet espace-là, c'est... et puis former une scène globale. Je me dis, quelqu'un qui regarde cette scène-là, avec la musique, l'arbre, le glacier, les gens qui sont installés, c'est magnifique. Originaire de Tunis, grandi à Genève, Amine et Hamza jouent ensemble depuis l'enfance. Une musique tantôt méditative, tantôt énergique, où se mêlent traditions orientales, andalouses ou indiennes. Des mélodies qui entrent en résonance avec la nature. On joue une musique très acoustique, où le son a beaucoup d'importance, et le son, c'est un son qui vient du bois, et c'est un son quelque part qui vient de la terre. Et d'être réunis avec le bois, le son, l'acoustique, dans un milieu naturel, en présence de tout ça, en fait, ce qui est le plus important, en fait, c'est revenir à la base, à la terre. C'est quelque chose d'hyper important, et je pense que c'est ça qui, moi, personnellement, m'a communiqué cette espèce de transe. C'est le mélange de
Plein d'émotions parce qu'on est avec des musiciens extraordinaires, puis une foule de gens qui ont le grand sourire, puis dans des coins incroyables. Puis c'est super surprenant d'entendre ce genre de musique dans ces endroits-là. Les gens sont disponibles aussi pour écouter, on vient à pied, donc on se met dans un état d'écoute qui est différent que quand on va dans une salle de concert. Et puis voilà, ça inspire, il y a la météo qui est là, qui joue ses facéties, et puis c'est parfait, quoi. Facétieux, les nuages l'ont été, saluant les douces mélopées de quelques ondées. Pas de quoi freiner nos musiciens, ni entamer l'enthousiasme du public. Hier, le concert du trio Amine et Hamza a ouvert magistralement ce 7e Cosmo Jazz de Chamonix. Un festival qui, comme son créateur André Manoukian aime à le répéter, a décidément une dimension cosmique et même chamanique. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre